bienvenue sur la Web TV du Journal Toulousain. Aujourd'hui, c'est un nouveau match politique qui vous attend avec d'un côté Romain Cugive, qui est conseiller municipal délégué à la vie étudiante dans la majorité de Pierre Cohen, mais qui est également élu à la communauté urbaine. De l'autre côté, c'est Christine de Vérac, la députée européenne, et qui vient d'arriver à l'UDI de Jean-Louis Borloo. Vous êtes prêts? Suivez-moi, on va les écouter avec attention. Christine de Vérac, bonjour. Bonjour. Romain Cugive, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur la Web TV du Journal Toulousain pour se poser ensemble une question. Toulouse est-elle ambitieuse? Alors je vais commencer par l'élu de la mairie de Toulouse. Si je vous pose la question directement, vous allez me répondre oui, Romain Cugive. Oui, je ne vais pas vous surprendre sur cette question-là. En tout cas, absolument, je crois que Toulouse est aujourd'hui sortie de son sommeil. Vous savez qu'on a longtemps dit que Toulouse était une belle endormie, c'est-à-dire une ville avec énormément de talent, mais qui avait du mal à sortir de sa torpeur. Aujourd'hui, on a créé la communauté urbaine. C'est 37 communes qui travaillent ensemble pour faire finalement rayonner Toulouse par-delà ses frontières géographiques, pour faire de Toulouse une métropole qui compte dans l'Europe, et puis une métropole qui rayonne bien évidemment d'abord sur le territoire français. Et pour ça, on a lancé toute une série, mais je pense qu'on y reviendra, de grands projets. Je pense bien évidemment à l'Oncopole qui est en train réellement de se développer. Je pense au Parc Garonne. Malgré Sanofi. Malgré Sanofi, peut-être qu'on pourra en dire un mot tout à l'heure, mais enfin, l'Oncopole, ce sera en 2013 4000 personnes qui travaillent dessus. C'est un lieu unique en Europe. On pourra parler du Parc Garonne, on pourra parler du grand parc des expositions que nous avons lancé, on peut parler du quartier des sciences. Voilà, aujourd'hui, je crois qu'il y a une véritable volonté politique pour faire que Toulouse, eh bien, finalement, soit au niveau de ce qu'elle aurait toujours dû être, c'est-à-dire la 4e ville de France, et puis dans quelques années, à partir de 2020, la 3e ville de France. Donc aujourd'hui, il faut effectivement qu'on ait davantage de souffle, et c'est ce à quoi on travaille depuis 4 ans. Alors Christine de Vérac, vous avez lancé il y a quelques semaines un mouvement rive droite, rive gauche, et le soir du lancement, justement, votre thématique, ça a été l'ambition de Toulouse. Et pour vous, Toulouse n'a plus d'ambition. Ça n'a pas été l'ambition de Toulouse, ça a été le manque d'ambition de Toulouse. Et moi je trouve justement qu'au niveau européen, Toulouse n'existe pas, Toulouse ne rayonne pas à l'extérieur des frontières, et on n'a vraiment pas l'impression que c'est la 4e ville de France. Moi je vois, enfin, ça en est au point où au Parlement européen, quand je parle de Toulouse, on me dit mais à Toulon, au bord de la Méditerranée, je dis non, Toulouse, et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire pour redonner de l'ambition à cette ville qui en manque depuis beaucoup trop longtemps. Alors, vous avez employé le terme de deuxième division. Toulouse est dans la 2e division. Alors, vous avez parlé autant du Grand Stade que de Franck Casal. Ça veut dire que pour vous, sur tous les sujets, Toulouse est reléguée à la 2e place. Ce sont deux très bons exemples. Le stadium aujourd'hui, je crois que Romain Cugive me donnera peut-être le chiffre exact, mais qu'on investit 34 ou 37 millions pour sa rénovation, pour le mettre aux normes de l'UEFA. On n'augmente pas d'une place le nombre de places. Moi je prends toujours, pour vous montrer que je ne suis pas sectaire, je prends toujours l'exemple de Lille, du grand stade de Lille, où Martine Aubry a fait un partenariat public-privé avec, je crois que c'est la société Eiffage, et elle a investi plus de 300 millions d'euros. Je pense qu'il faut voir les choses. Le stade est vraiment un très bon exemple. Les stades ne sont plus des endroits où on joue 20 matchs de foot par an et 5 matchs de rugby. Ça doit devenir de véritables lieux de vie économique, avec des activités économiques qui génèrent des redevances pour la mairie. Voilà, c'est un exemple type de ce qu'on aurait pu faire et qui prouve que quand on a l'ambition pour sa ville, l'idéologie n'a pas de place. 2e division, Romain Cugive, est-ce que vous êtes un joueur de 2e division? Alors écoutez, en ce qui me concerne, je ne sais pas, mais en tout cas pour la ville de Toulouse, je suis honnêtement assez surpris de ce que vous avancez. Moi, je préfère finalement m'arrêter aux chiffres et aux classements qui ne sont pas donnés par ma majorité politique ou par l'opposition que vous pouvez représenter, par des chiffres très clairs. Aujourd'hui, si on prend un certain nombre de sujets, sur la propension de notre ville à innover, à rayonner dans le domaine économique, eh bien, il y a un classement de Challenge qui nous dit que nous sommes l'une des villes de France, la 2e dans laquelle il y a le plus de facilité à innover, à investir. Nous sommes la 1re ville où il est, pour des étudiants, le plus agréable et le plus porteur de faire ses études. Nous sommes la 3e ville de France dans laquelle il est la plus facile
de trouver un emploi. Nous avons le premier CHU de France. Nous avons voilà tout un nombre de classements comme ça dans lequel eh bien Toulouse est en tête. Toulouse étant plus qu'en première division, remporte le championnat. Et puis je voudrais dire quand même que depuis 2008, il suffit de regarder qui décide de venir travailler avec nous. Regardons les urbanistes. Regardons les grands architectes, regardons toutes ces forces qui décident de dire que, eh bien non, justement Toulouse, quand on voit Bousquet qui dit ben moi c'est le centre-ville de Toulouse sur lequel j'ai aujourd'hui envie de me concentrer. Bousquet avant Toulouse, c'est Sao Paulo et c'est Barcelone. J'ai pas l'impression que ni Sao Paulo ni Barcelone soient des villes de seconde division. Quand il y a des gens de cette qualité-là qui décident de venir travailler à Toulouse, incontestablement, c'est qu'ils sentent qu'il est en train de se passer à Toulouse quelque chose. Alors, l'ambition, on va la décliner en 3 thèmes. L'économie... Mais il n'a pas répondu sur le stade quand même. Oui, on va en reparler. L'économie, les transports et l'université. L'économie, Romain Cugive, on sait très bien qu'ici, à Toulouse, il y a une démographie qui est positive. Il y a entre 12 et 20 000 habitants qui arrivent tous les ans dans l'agglomération. Est-ce que c'est un bon signe pour l'économie de notre ville, malgré la crise que nous subissons aujourd'hui? Alors d'abord, je crois que c'est un bon signe sur le dynamisme de Toulouse. Si cette ville était finalement une ville reléguée au second plan dans le paysage français, je ne crois pas que tant de personnes décideraient de venir vivre et travailler à Toulouse. Ça, c'est la première des choses. Effectivement, aujourd'hui, Toulouse, c'est la 4e ville de France. On estime que aux alentours de 2020, on deviendra la 3e ville de France, passant devant Lyon. On passera de la 8e communauté urbaine à la 4e communauté urbaine de France. Donc, il y a effectivement un vrai dynamisme. Ça, c'est à la fois une chance et un défi. C'est une chance parce que cela participe au dynamisme économique, notamment de notre ville, mais c'est également un défi parce que, eh bien, il va falloir construire davantage de logements et puis résoudre la question des transports en commun. On y reviendra. Pour ça, ce sur quoi nous avons travaillé, c'est avec 110 autres communes. 110 autres communes, il faut se rendre compte, à l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale. Et ce schéma de cohérence territoriale, il dit 2 choses. 1, on doit préserver les zones de nature qui sont aux alentours de notre ville. Et la deuxième chose, c'est que nous devrons densifier notre ville. Cela n'a pas été fait. Et là aussi, on a pris beaucoup de retard. Ça fait 4 ans qu'on travaille à cela. Densifier sans abaisser la qualité de vie des Toulousains, c'est ça le défi. Et c'est ça le défi de cette propension qu'a la ville finalement à attirer autant de nouveaux habitants chaque année. Alors Christine de Vérac, cette démographie, c'est un atout, c'est un handicap parce que les transports ne sont pas adéquats, etc. C'est quoi? C'est un atout, bien entendu. Vous imaginez des villes qui perdraient des habitants, c'est là où il faudrait vraiment se poser des questions. Mais justement, je veux dire, ça n'a rien à voir avec l'action ou l'activité de la mairie. Et on a justement tous ces nouveaux habitants, mais on n'a pas les infrastructures qui suivent. On parlait des transports. Bon, le point noir, c'est quand même la circulation à Toulouse. Et tout ça, je pense, parce que la mairie est encombrée par une espèce d'idéologie verdissante, je vais dire, qui empêche de développer ces infrastructures. Il y a la ville qui ne circule plus. Il y a l'extérieur de la ville avec les périphériques, les rocades. Tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui sauront de quoi on parle. Et rien n'est fait pour ça. Et c'est aussi... Alors les gens viennent forcément parce qu'on a des scientifiques, mais je pense qu'il faut les accompagner et amener ce qu'il faut pour vivre correctement à Toulouse. Alors les acteurs économiques sont très sensibles à un sujet dans l'agglomération toulousaine, c'est la fameuse LGV, dont on dit qu'elle pourrait faire bénéficier les entreprises, les hommes d'affaires toulousains. Aujourd'hui, il y a eu un colloque qui s'est tenu avec l'association Eurosud Transport. Romain Cugive, vous êtes aussi élu à la communauté urbaine de Toulouse. Comment vous abordez ce sujet qui a été tendu au conseil régional, y compris dans votre majorité? Dans la majorité, effectivement, dirigée par Martin Malvy, effectivement, c'est pas secret ici, nous avons quelques divergences avec Europe Écologie Les Verts sur cette question. Écoutez, pour nous, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Il faut la LGV. Il faut la LGV. Et il faut la LGV le plus rapidement possible. C'est une urgence économique, c'est une exigence environnementale et c'est parfaitement attendu par l'ensemble des acteurs, ou en tout cas l'immense majorité des acteurs toulousains. Pour ça, alors moi j'entends les critiques qui sont formulées en disant mais pourquoi n'avons-nous pas la LGV? Je veux juste rappeler une chose, cela faisait 10 ans que le gouvernement était de droite, 37 ans que la ville était dirigée par la droite. Laissez-nous le temps de nous occuper de ces affaires-là. Aujourd'hui, il y a l'unanimité des 3 collectivités, les 3 grands présidents des collectivités territoriales travaillent et œuvrent en dialogue et en discussion avec le ministre des Transports. Aujourd'hui,
pour en avoir discuté avec les personnes que je viens de citer, nous sommes extrêmement confiants sur la réalisation de la LGV. Maintenant, il y a un point sur lequel nous devrons être vigilants et sur lequel nous ne relâcherons pas notre attention, c'est à quel moment arrivera la LGV, à quel moment débuteront les travaux. Et c'est sur ça que nous devrons être extrêmement vigilants et extrêmement dynamiques. Et je veux dire un dernier mot, il y a une chose qui est importante. Dans un certain nombre de villes qui réclamaient la LGV, l'arrivée de la LGV n'avait pas été préparée. Et ça, c'est un problème pour l'économie, parce que finalement, l'économie n'arrive pas à être tirée vers le haut comme elle pourrait l'être. Eh bien, à Toulouse, dans l'ensemble du quartier autour de la médiathèque, de la gare, nous avons commencé à mettre tous les acteurs, la préfecture, la région, le département, la ville, la communauté urbaine, les commerçants, les chefs d'entreprise, pour repenser entièrement ce quartier et en faire un véritable quartier d'affaires, un véritable quartier et puis un pôle multimodal au niveau des transports. Alors, Christine de Vérac, si j'entends bien Romain Cugive, il vous renvoie là-bas quelque part. Il dit, oui, vous n'avez pas fait le job, vous qui avez été adjointe sous les précédentes mandatures. Non mais je veux dire, honnêtement, moi je m'en fiche. Ce que je cherche pas à faire, c'est dire c'est la faute de cette mairie-là, de la précédente, etc. On est la seule grande ville en France à ne pas avoir le TGV. Le TGV ou la LGV, enfin peu importe, avec tout ce que ça apporte d'activité économique. On le voit dans toutes les villes françaises. Moi je me souviens quand Douste Blazy a été élu à la mairie, je revois encore dans le Salon Rouge, qui est le bureau du maire, on a eu Dominique Bussereau qui est venu, qui a acté la qui était à l'époque le ministre des Transports. À l'époque le ministre des Transports, qui avait acté la LGV. Je me demande si on n'en parlait pas pour 2012 à l'époque. Oui. Le ministre des Transports, avant les élections présidentielles, est venu à Toulouse à re-acter avec les fonds, etc., la LGV. Il y a 3-4 mois, le nouveau gouvernement a dit on remet tout à plat, il faut réétudier. Là, ils viennent de mettre une commission pour étudier quelle région, quelle ville va avoir la LGV. On parle aujourd'hui de 2022. Et moi, je suis même pas sûre qu'en 2022, on aura le TGV. C'est pas normal qu'une ville comme Toulouse n'ait pas le TGV. C'est pas normal. Alors, autre sujet au niveau économique, l'aéronautique. C'est quand même l'industrie phare à Toulouse, mais souvent on entend dire qu'on dépend trop de l'aéronautique. Christine de Vérac, comment diversifier cette économie toulousaine ? Ça aussi, je suis pas ici pour faire la publicité de Douste Blazy, mais moi je me souviens d'avoir fait toute la campagne des municipales en 2001 avec lui, et c'est pas son seul sujet, mais quasiment c'était la diversification économique, justement pour qu'on n'ait pas tous nos œufs dans le même panier, et c'est bien pour ça qu'il avait fait venir les pôles de compétitivité avec le Cancéropole, pour justement avoir un pôle aéronautique, un pôle santé, et il a été question aussi depuis un an et demi d'avoir un troisième trépied qui était le pôle du cinéma avec la reconversion des studios de Franck Hazal. Qui est toujours en discussion. Qui est toujours en discussion, mais là aussi c'est quand même frappant. Sur un projet comme ça qui doit créer 5000 emplois directs, 5000 emplois indirects, le porteur de ce projet n'a jamais été reçu par le maire de Toulouse. Alors moi je vous dis pas il faut y aller à fond, on réfléchit pas, etc. Mais quand on vous apporte un projet comme ça pour votre ville, qui en plus a une notion de rêve, de ce qui n'est pas négligeable par les temps qui courent, au moins on en explore toutes les possibilités. Là, rien n'a été fait. Alors le porteur du projet a été aidé effectivement sur le tard par Jean-Pierre Bel, mais quand on a un projet comme ça, les plus grands studios de cinéma indépendants des États-Unis qui viennent pour monter quelque chose à Toulouse, une fois de plus, on s'y jette pas dedans tête baissée, mais on en explore toutes les possibilités, car ce serait une opportunité formidable pour Toulouse. Moi, je verrais très bien aéronautique, santé et cinéma. La santé, on pourra peut-être en reparler aussi, le Cancéropole qui est quand même un petit peu en danger aujourd'hui. Alors, d'ailleurs, dans ce sujet-là de Franck Hazal, il est question aussi de l'arrivée d'universitaires sur le site de Franck Hazal par rapport au cinéma. Vous, c'est votre délégation. Alors, Christine de Vérac, en fait, vous dit, vous voulez pas le recevoir, Bruno Granjal, le responsable du projet. Alors, d'abord, je veux dire quelques mots sur la diversification. Vous l'avez reçu ou vous l'avez pas reçu ? Personnellement, à titre personnel, je ne l'ai pas reçu. Et après, je dois vous dire que je connais pas l'agenda du maire au jour près. Si Madame de Vérac dit que mais le maire lui-même, je croyais qu'il l'a pas vu. Reçu, je vois pas pour quelle raison elle dirait des choses inexactes. Après, permettez-moi de douter. Je connais un peu le maire de Toulouse. Si un rendez-vous lui a été demandé, je doute fort que le maire n'ait pas accordé ce rendez-vous. Mais écoutez, je crois, enfin moi je suis pas là pour polémiquer, bien évidemment, on l'a dit,
On l'a redit, si nous pouvons accueillir une nouvelle industrie à Toulouse, une nouvelle dynamique, la création de 5000 emplois directs et indirects, on aura la ville de Toulouse, on aura la communauté urbaine du Grand Toulouse, mais vous le savez comme moi parce que vous faites de la politique depuis longtemps et vous l'avez quand même esquissé, le rôle des responsables politiques, c'est de travailler de façon sereine, non précipitée, et puis d'essayer finalement non pas de bâtir la ville comme ça a été longtemps fait au fil de l'eau, mais d'avoir un peu une vision prospective. Cette solution, cette proposition à Franck Casal peut être effectivement une solution intéressante et on l'étudie et elle est étudiée à la ville et à la communauté urbaine. Un mot sur la diversification économique. Madame de Vérac le disait, effectivement l'Oncopole. L'Oncopole est une chance formidable pour Toulouse de diversification, l'aéronautique, la recherche sur le cancer. Et là, beaucoup de choses sont faites. Nous revenons d'un déplacement à Tel Aviv. Là aussi, on parlait de rayonnement international pour faire travailler l'Oncopole avec les responsables de la recherche sur le cancer à Tel Aviv, par exemple. Donc, ça fait partie des choses sur lesquelles nous travaillons. Et puis peut-être une des troisièmes choses aussi. Sanofi n'a pas fragilisé le projet ? Non. D'Oncopole ? Écoutez, Sanofi, je crois que sur ça, on a quand même été chacun assez clair et je crois que les Français et les Toulousains sont aujourd'hui en capacité de juger. Aujourd'hui, le gouvernement travaille pour faire en sorte que les emplois soient préservés à Toulouse. C'est notre position, c'est notre ligne. Et quand j'entends Sanofi nous dire que finalement le terreau ne serait ici pas assez fertile, quand on voit hier Louis Gallois qui confirme l'IRT, avant ça, on nous confirme également l'IDEX, on nous confirme chaque jour que Toulouse est un pôle d'excellence dans la recherche. L'IDEX, il faudrait que les présidents d'université se mettent d'accord. On va y venir peut-être tout à l'heure. Ils sont en train d'y travailler et vous le savez, il y a quand même aujourd'hui quasiment l'unanimité. On va arriver à faire aboutir ce projet de l'IDEX. Louis Gallois le confirmait hier. Il est impensable que les universitaires toulousains n'arrivent pas à se mettre d'accord sur ce projet-là. On va en parler à la fin, Christine de Vérac. Je voudrais dire un dernier mot sur la diversification économique pour dire que quand même la métropole toulousaine n'était pas dotée, c'était l'une des rares métropoles toulousaines d'une agence de développement économique. C'est chose faite depuis avant-hier et aujourd'hui nous allons avoir une agence de développement économique qui va aider les entreprises, qui d'abord va aller les détecter, puis va leur proposer de venir s'installer à Toulouse, va les aider dans les démarches administratives, va leur proposer des lieux dans lesquels ils pourront travailler. C'est un peu aussi ce que nous faisons sur la cantine numérique, donc sur les technologies de l'information et de la communication. Voilà, il y a une vraie dynamique. La communauté urbaine n'en avait pas, je crois que c'est pas neutre. Aujourd'hui, on en crée une et ça va réellement nous aider à attirer de nouvelles entreprises à Toulouse. Voilà, je veux dire, je pense que c'est une bonne chose. Ça a été proposé par Alain Di Crescenzo, président de la Chambre de commerce, et accepté effectivement par la communauté urbaine. C'est une bonne chose que ça ait été créé. Enfin, c'était dans le programme de Pierre Cohen avant qu'on en parle avec Alain. Et effectivement, nous avons. C'est Pierre Cohen lui-même dans la presse qui a dit que c'était Di Crescenzo qui l'avait proposé. Voilà. Non, mais effectivement, c'est monté en parfait partenariat avec Alain Di Crescenzo, bien sûr. Alors, l'ambition. Juste sur l'IDEX, simplement, pendant qu'on tergiverse, alors que là aussi, c'était des choses qui étaient réglées il y a 6 mois, les villes qui, elles, sont labellisées IDEX, pendant ce temps, elles avancent et nous, on fait du surplace encore. C'est la fameuse deuxième division, donc chère à Christine de Vérac. Est-ce que vous voulez qu'on parle de l'IDEX maintenant? Parce que dans ce cas-là, il faut que je réponde. On va en reparler à la fin, Romain Cugive. L'ambition, c'est aussi les transports. Alors, vous êtes élu à la communauté urbaine, on est obligé de parler du PDU, le plan de déplacement urbain. Il y a eu une enquête publique qui a été menée. La commission a retoqué le projet de Pierre Cohen. En même temps, dans votre majorité, les écologistes se sont abstenus. Est-ce que vous vous sentez fragilisé aujourd'hui par rapport à ce PDU? Alors je crois qu'il faut quand même expliquer aux gens qui vont nous écouter, lorsque vous dites le projet a été retoqué, pas tout à fait. Il y a des commissaires enquêteurs. Oui, ça n'empêche pas votre majorité de le voter, on est d'accord. Voilà, il y a des commissaires enquêteurs qui ont rendu un avis négatif sur le PDU à 2 voix sur 3. On reviendra peut-être sur la position des Verts. Est-ce que ce PDU est fragilisé? La seule question qui va, c'est est-ce que ce PDU est ambitieux et est-ce qu'il répond aux exigences de la ville de Toulouse et de sa communauté urbaine? Vous vous doutez que ma réponse à cette question est oui, mais lorsque je vous dis oui, je vais vous donner quelques exemples sur ce sur quoi ce PDU nous permet d'avancer. À l'intérieur de ce PDU, nous avons l'extension du métro à la Beige qui est inscrit. Nous avons à l'intérieur de ce PDU l'allongement à 52 mètres
des stations de métro de la ligne A. Il y a le téléphérique aussi. Il y a le téléphérique, il y a le tramway Garonne, il y a le tramway en vol qui enfin va desservir l'aéroport. Comment pouvions-nous là aussi laisser finalement une ville en disant eh bien nous voulons faire de Toulouse une grande métropole européenne et n'avoir aucun transport en commun qui arrivait jusqu'à l'aéroport. Ce PDU il est extrêmement ambitieux, il répond je crois aux exigences de la ville parce qu'il répond également aux exigences sur le plan environnemental, avec toute une stratégie également sur les transports en site doux. Donc si votre question est de savoir est-ce que ce PDU, d'après nous, répond aux exigences de la ville de demain, la réponse est bien évidemment. Non, ma question c'est est-ce que vous vous sentez fragilisé par rapport au fait que la commission d'enquête publique est retoquée Écoutez, nous aurions préféré qu'elle émette un avis favorable. Aujourd'hui quand même, tous les présidents d'institutions, et je ne vous parle pas là de Martin Malvy et de Pierre Izard, tous les présidents de communautés d'agglomération, tous les gens avec qui on travaille ont voté à l'unanimité pour ce PDU et le défendent. Quand il y a la quasi-unanimité des responsables politiques, quel que soit leur bord, pas simplement des gens du Parti Socialiste ou de la majorité qui défendent le PDU, eh bien je crois que nous avons un devoir. Nous avons été élus par les Toulousains, pas les commissaires enquêteurs. Ils font leur devoir, nous faisons le nôtre. On verra comment les choses se terminent sur cette question-là, mais enfin nous sommes confiants. Le PDU de Pierre Cohen. Juste pour clarifier le débat, parce que moi je ne suis pas ni à la mairie ni à la communauté urbaine, comment se fait-il qu'il y ait cette unanimité de tout le monde et que les commissaires enquêteurs qui sont pas là, enfin je veux dire ils font pas de la politique, aient rejeté ce PDU? Écoutez, nous on est surpris par cette démarche et on a tendance effectivement à s'interroger sur les raisons au fond. Je vais vous dire quelques-unes des choses qu'ils nous reprochent, parce que je suis très transparent. Ils nous disent par exemple, vous n'avez pas fait un bon diagnostic. Le diagnostic n'est pas assez précis pour savoir ce qu'il va falloir faire pour les transports en commun. C'est pas compliqué, il y a annexé au rapport, tout le monde peut l'avoir, plus de 30 pages de diagnostic. On nous dit ensuite, oui mais finalement par rapport au PDU de 2009, tout n'est pas mis en œuvre. Oui effectivement, dans le PDU de 2009, parce que finalement c'était plus de l'incantation politique que quelque chose de chiffré, nous l'avons chiffré. Si nous mettons en place tous les projets qui étaient dans le PDU et qui avaient été votés par l'ancienne majorité, il faut doubler tous les titres de transport, le prix de chacun des titres de transport. Est-ce que c'est raisonnable pour les Toulousains et est-ce que ça correspond à l'ambition qu'on doit donner? La réponse est non. Les commissaires enquêteurs nous disent ensuite, oui mais vous nous proposez des pistes cyclables, or on transporte peu de personnes sur les pistes cyclables. Bien évidemment, mais est-ce que l'enjeu c'est de dire combien de personnes transportons-nous sur les pistes cyclables ou est-ce que l'enjeu c'est de dire quelle ville voulons-nous pour nos enfants demain et quelle métropole nous avons envie de bâtir? Une métropole dans laquelle il sera agréable de vivre, de travailler et donc également une métropole qui s'attaque et qui respecte les modes doux et qui les met en avant comme l'ont fait toutes les autres métropoles européennes à dimension européenne, là aussi quels que soient les bords politiques, je pense à Bordeaux. Donc voilà, nous portons une ambition, nous savons que les commissaires enquêteurs, cela arrive à beaucoup de villes en France, peuvent émettre parfois des réserves, des avis. Nous nous attacherons à démontrer un par un que eh bien, ces avis n'étaient pas forcément fondés. Christine de Vérac, sur ce PDU, est-ce que vous pensez Pierre Cohen fragilisé par la situation? Fragilisé, oui, parce que du coup, il y a beaucoup plus de risques qu'après les décisions qui soient prises soient déférées au tribunal administratif. Mais enfin, moi, je ne peux pas imaginer une fois de plus que ce commissaire enquêteur ait donné ait rejeté ce plan uniquement par humeur. On entend quand même très souvent, et on le constate, que pas grand-chose n'a été fait pour les transports, pas d'extension de la ligne de métro. J'entendais quelqu'un l'autre jour qui me disait on donne des projets sur les transports pour amener les gens à des endroits où ils ne vont pas. Le but, c'est quand même les principaux déplacements, c'est du travail de domicile au travail et vice-versa, et on ne voit pas de plan de transport cohérent et qui soit compatible avec la ville de Toulouse. Le double contournement, là aussi, c'est un dossier qui a souvent été mis en exergue par Jean-Luc Moudenc, donc président du groupe Toulouse pour tous au conseil municipal et à la communauté urbaine. Pour l'instant, votre majorité, elle semble un peu floue sur le sujet. Sur le double contournement. Non, je vais essayer de clarifier la position. Nous l'avons dit pendant la campagne municipale.
double contournement est une fausse bonne solution. Et d'ailleurs, il a été abandonné par quelqu'un que vous connaissez bien, qui s'appelle Jean-Louis Borloo, qui nous a dit qu'aujourd'hui, ce projet n'avait pas lieu d'être. N'avait plus lieu d'être, ni celui-là, ni celui de Bordeaux. Je peux vous dire pour quelle raison nous ne soutenons pas cela. D'abord parce qu'il faut savoir que cela prendrait extrêmement longtemps à construire un double contournement. D'accord? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que aujourd'hui, il faudrait pour le double contournement investir la moitié du budget total du PDU. La moitié du budget total du PDU. Ça veut dire qu'on stoppe la moitié de tous les projets de transport en commun qui sont aujourd'hui lancés. Et le problème... Ça veut dire qu'au-delà de la question idéologique ou pas, la question du financement est posée aussi. Il y a une question du financement, mais il y a surtout la question de l'utilité. Nous ne faisons pas partie, nous ne sommes pas Paris. Aujourd'hui, 80% des déplacements qui se font sur la rocade se font soit pour venir travailler au centre-ville, soit pour aller travailler légèrement dans la périphérie. Il n'y a que 15 à 20% maximum de gens qui sont aujourd'hui sur la rocade, qui pourraient être concernés par ce double contournement. On voit bien donc que c'est une fausse bonne solution. On résoudrait quoi? 15% finalement du trafic actuel? Eh bien le temps de le bâtir, ce trafic, on en parlait tout à l'heure, à cause de la démographie toulousaine, aurait été rattrapé. La solution, elle n'est pas là. La solution, elle est notamment pour désengorger la rocade, lorsqu'on crée la première ligne de tramway qui va jusqu'à l'aéroport. Là, nous travaillons de façon efficace. Et là, nous travaillons à 1 ou 2 ans, pas à 10 ou 20 ans. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de résoudre les problèmes des Toulousains maintenant et pas d'apporter finalement des incantations. Vous savez, là aussi, quand il y a Jean-Louis Borloo, qui n'est pas de notre bord politique, qui dit ce projet n'a absolument pas lieu d'être, c'est un projet finalement passéiste, c'était ça qu'il disait, qui ne se préoccupe pas d'environnement et qui n'est pas efficace ni économiquement, ni sur le plan des transports. Bien écoutez, nous, plus Jean-Louis Borloo, je crois que Jean-Luc Moudin devrait s'interroger 2 petites minutes pour savoir si finalement ce projet n'est pas simplement démagogique. Alors, Christine Vérac, j'allais vous dire pour ou contre Romain Cugive, mais là je vais vous poser la question pour ou contre Jean-Louis Borloo alors. Oui. Là, effectivement, Jean-Louis Borloo l'avait abandonné dans le cadre du Grenelle de l'environnement. Mais moi, je vais proposer quand Romain Cugive dit que c'est une fausse bonne idée, le deuxième contournement, on va dire ça aux gens qui sont sur le périphérique tous les matins, sur la rocade tous les matins pour venir au travail. Et je vais peut-être proposer la prochaine fois que Jean-Louis Borloo vient à Toulouse, je vais l'amener sur le périphérique un matin pour voir ce que c'est. Mais là aussi, bon, c'est bien, une fois on dit c'est une fausse bonne idée. Moi, je pense une fois de plus que les socialistes sont vraiment pieds et poings liés avec leurs alliés verts dans ce genre de décision. Et je pense à la solution qu'avait proposé Alain Châtillon d'un périphérique à étage. Il faut là aussi essayer d'innover et de trouver des solutions. Je ne pense pas que ce soit la solution des bus à haut niveau de service qui va permettre de résoudre ce problème. Et on a aujourd'hui ce périphérique qui est bloqué, mais si on ne fait rien, imaginez ce que ça va être dans 20 ans, puisque je crois que si on avait fait, d'après ce que j'avais entendu, si on avait fait déjà le contournement, dans 20 ou 25 ans, la situation aurait été telle qu'elle est aujourd'hui. Donc imaginez ce que ce sera dans quelques années si on ne fait rien. Donc là aussi, il faudrait prendre... vous dites on ne fait pas d'incantation, etc. Mais en même temps, ce n'est pas des sujets qui se traitent dans l'année qui vient. C'est des sujets qui sont à long terme. Je veux quand même vous dire, vous avez parfaitement raison, si on ne fait rien, il y aura des difficultés qui seront des difficultés croissantes. Mais enfin, j'ai essayé de le dire, je vais le redire, nous ne faisons pas rien. Nous avons le tramway qui, pour la première fois, va aller jusqu'à l'aéroport. Nous allons terminer là la mise partout. Sur l'ensemble du périphérique toulousain, ce n'était pas le cas, à 2 fois 3 voies. Et je vais vous donner un exemple. Pour avoir 15 millions d'euros de l'État, nous avons dû attendre 3 ans pour le mettre à 2 fois 3 voies. Imaginez aujourd'hui, est-ce bien raisonnable de penser à un double contournement alors même qu'on termine tout juste et avec des difficultés de financement la mise à 2 fois 3 voies. Donc nous avons la mise à 2 fois 3 voies. D'ici 2020 également, nous allons travailler à la création de nouveaux échangeurs pour désengorger la rocade. Et il y a effectivement les bus à haut niveau de service. Les bus à haut niveau de service, qu'est-ce que c'est? Faut en dire un mot. C'est pas là une fausse bonne solution. Les bus à haut niveau de service, ce sont des bus qui ont quasiment la régularité et la rapidité d'un métro ou d'un tramway. Ça, ce sont des solutions. Aujourd'hui, nous n'arriverons pas à désengorger le périphérique autrement qu'en développant les transports en commun et en travaillant, comme nous le faisons, à la mise à 2 fois 3 voies et au développement de nouveaux échangeurs. C'est ce que nous faisons, donc nous ne faisons pas rien. Par contre, proposer une solution qui sera valable dans 20 ans aux Toulousains, qui coûtera la moitié du PDU et qui n'apportera que 15% de trafic en moins, je ne crois pas que ce soit raisonnable. Dernière thématique.
L'ambition universitaire, c'est votre délégation, Romain Cugive, à la mairie de Toulouse. Est-ce que Toulouse fait assez pour son monde universitaire, fait assez pour les étudiants, fait assez pour les professeurs? Dans quel état est Toulouse universitaire, j'allais dire? Alors j'espère que sur ce point-là, au moins, on arrivera à être d'accord avec Madame de Vérac pour dire qu'effectivement, aujourd'hui, Toulouse est tout à fait tournée vers le monde universitaire. Vous savez, lorsqu'on a réfléchi à la ville que l'on voulait pendant 30 ans, avec des urbanistes, des architectes, des professeurs d'université, nous avons dit nous voulons deux choses. Toulouse, ville d'eau, qui se retourne vers sa Garonne, et puis qui en profite, qui l'aménage, et puis Toulouse, ville de la connaissance. Et sur le milieu universitaire, sur le monde étudiant, je crois que des efforts sans précédent ont été faits. Je veux prendre ici 2 ou 3 exemples. Le premier, ça va être la création du quartier des savoirs, le quai des savoirs, où à Les Jules Guesde, nous aurons en synergie avec le Muséum une grande cité internationale où nous pourrons accueillir dignement les chercheurs internationaux. Aussi, aujourd'hui, beaucoup de chercheurs internationaux viennent à Toulouse. On n'a pas des conditions dignes et décentes pour les accueillir. C'est ce que nous ferons. Nous aurons également dans ce lieu la création du siège du PRES, le pôle de recherche et d'enseignement du supérieur, dans lequel il y aura un accès pour les étudiants, finalement le guichet unique qu'ils attendent, où ils pourront trouver le logement, les bourses, la santé avec les mutuelles, finalement l'ensemble des dispositifs. Et je veux dire effectivement un mot parce que souvent quand on parle d'université, on oublie celles et ceux qui la vivent au quotidien. Et ça, ce sont les étudiants. Et aujourd'hui, je crois que les efforts qui sont faits sont sans précédent. Je veux donner 3 exemples. D'abord, nous avons été... l'Académie de France a rénové le plus de logements étudiants dans les 3 dernières années, plus de 2500. Nous avons créé le PassLog, qui est l'avance du premier mois de loyer pour l'ensemble des étudiants toulousains. Ils viennent voir la ville de Toulouse, on leur avance leur premier mois de loyer et remboursent avec de toutes petites mensualités à hauteur de 10 € par mois. Nous sommes la métropole de France la moins chère. Il n'empêche, Romain Cugive, que le logement reste quand même une problématique. Le logement étudiant, ça n'est pas parce que nous y travaillons chaque jour depuis 4 ans et que nous le faisons en synergie avec l'État, quelle qu'ait été d'ailleurs la couleur politique de l'État, qu'on résout le problème. Mais enfin, je veux dire que quand même les efforts qui sont faits sont extrêmement importants. Sur le transport en commun, on en parlait, la droite s'y était fermement opposée pendant la campagne municipale. Nous sommes la ville de France, la métropole de France la moins chère, 10 € par mois pour tous les jeunes de moins. Les premiers gratuits, les transports. Oui, absolument. Et puis on a découvert qu'il y avait plus d'1 milliard de dettes à Tisséo, laissées par nos prédécesseurs, et que donc on ne pouvait pas tout faire. Ce que je veux vous dire là aussi, ce sont les chiffres indépendants. Le classement de l'étudiant. L'étudiant a dit que Toulouse était de loin la ville de France où il était le plus agréable pour les étudiants de faire leurs études. Et nous venons de rentrer pour la première fois dans le palmarès, cette fois-ci mondial, des 50 villes étudiantes où il est le plus agréable de faire ses études. Donc là, nous travaillons à tous les niveaux. Et puis également, c'est quand même important, nous avons commencé à écouter les étudiants. Ça n'avait pas été beaucoup fait. On a créé un conseil de la vie étudiante, on a créé un conseil des jeunes. Donc voilà, je crois que vraiment, on est définitivement redevenu le premier partenaire des étudiants. Mais si il y a d'autres idées pour le monde étudiant, je suis effectivement tout à fait... Alors je ne sais pas si Christine de Vérac a d'autres idées, mais en tous les cas, Toulouse universitaire, vous la ressentez comment, Christine de Vérac? Ambitieuse ou pas? D'abord, je suis heureuse qu'on soit je dis toujours la première ville universitaire, puisqu'on a... Je dis la même chose, Paris. On met Paris de côté. Exactement, ben voilà, on sera d'accord là-dessus. Donc, puisqu'on a un habitant sur 4 qui est étudiant. Mais je suis quand même frappée que, en mettant la Toulouse School of Economics à part, depuis la création des grandes écoles aéronautiques dans les années 70, on n'a pas une école de niveau européen ou mondial qui s'est créée, pas une. On aurait les moyens, on a des milliers d'étudiants étrangers qui viennent, c'est un vecteur de notoriété pour Toulouse à l'extérieur. Qu'est-ce qui est fait pour valoriser cette notoriété? Bon, il y a plein d'exemples comme ça qu'on pourrait donner. Le logement étudiant, vous avez rénové 2500 logements, enfin on voit que c'est un problème qui est énorme, et pas seulement pour les étudiants d'ailleurs, mais pour les jeunes couples, pour les... et là mais aussi, donc on n'est pas assez ambitieux. On n'est pas assez ambitieux, ça c'est clair. Je ne sais pas si vous voulez qu'on parle de l'IDEX là-dedans ou qu'on en parle après. Bon, Christine de Vérac brûle d'envie de parler de l'IDEX. Non, on en a parlé tout à l'heure, mais c'était quand même
Alors, je voudrais rappeler quand même ce que le précédent gouvernement a fait avec le plan campus et la rénovation des locaux du Mirail. Cette IDEX, elle était sur les rails. Elle était sur les rails. Avec 750 millions d'euros à la clé, il a suffi qu'il y ait un président d'université qui soit élu pour tout mettre par terre. Aujourd'hui, on voit... C'est le président de l'université Paul Sabatier. Paul Sabatier est par ailleurs secrétaire national du PS. Peut-être plus pour très longtemps. Ça, j'en sais rien, moi. Aujourd'hui, on les voit qui s'écharpent par voie de presse. Bon, je pense j'espère qu'ils vont finir par se mettre d'accord. Mais pendant ce temps, ce que je vous disais tout à l'heure, les villes qui sont labellisées IDEX, elles avancent. Et nous, on fait du surplace parce qu'on est en train de se battre sur des choses qui sont pas vitales. Alors, Romain Cugive, qu'est-ce qui se passe avec l'IDEX? Bon, alors d'abord, je croyais que Madame de Vérac ne voulait jamais entrer finalement dans les géopolitiques et là finalement l'attaque qui est faite sur Bertrand Montubert, elle n'est pas tellement en tant que président d'université, mais elle est parce qu'il serait secrétaire national du Parti Socialiste. Je veux vous dire un mot quand même sur Christine Vérac, il faut être juste, il a annoncé par voie de presse qu'il allait quitter son poste de secrétaire national du Parti Socialiste. Je veux vous dire un mot sur l'IDEX. D'abord, c'est un dossier que tout le monde défend à Toulouse. Madame de Vérac, moi-même, le maire, l'ensemble des présidents d'institutions. Mais on n'y est pas. Attendez. Hier, le maire de Toulouse a rencontré Louis Gallois qui a confirmé que Toulouse était en première place pour l'IDEX. Quel est le débat finalement aujourd'hui? Il n'a pas suffi et il ne faut pas prêter cela à Bertrand Montubert de l'élection d'un président d'université. Que se passe-t-il aujourd'hui? 16 établissements et 4 organismes de recherche se sont tous mis d'accord. Ils sont aujourd'hui tous d'accord sur un projet. Il nous manque aujourd'hui l'université Toulouse 1 Capitole. Il nous manque aujourd'hui l'université Toulouse 1 Capitole. Et je n'envisage pas une seule seconde, que cette université ne finisse pas par trouver un accord avec les autres. Je ne crois pas que ce soit du rôle de responsable politique de donner des leçons aux universitaires. Donc je ne le ferai pas ici. Mais je suis certain que Bruno Cyr, qui est quelqu'un qui se bat pour l'excellence de son université, pour l'excellence du site toulousain, qui a, quelles que soient ses convictions, la volonté de faire avancer le service public de l'université, n'arrive pas à trouver un accord, et j'en suis certain, et les dernières déclarations sont extrêmement encourageantes. Les 16 établissements qui se sont déjà mis d'accord, les 4 organismes de recherche laissent la porte ouverte et disent à Bruno Cyr, venez avec nous. Et Bruno Cyr dit, laissez-moi le temps et faites quelques pas vers l'université Toulouse 1 Capitole et nous y arriverons, nous allons y arriver. Vous dites aujourd'hui que Bruno Cyr et Bertrand Montubert vont arriver à se mettre d'accord? Oui. D'accord. Non, mais il ne faut pas mettre non plus Bruno Cyr comme fauteur de troubles, je veux dire. C'est absolument pas. L'accord, il était fait avant l'arrivée de Montubert. C'est absolument pas ce que je l'essentiel, c'est que ça traîne pas. Je répète que je ne veux pas, moi, donner de leçons à quelque président d'université que cela soit. Je dis simplement qu'aujourd'hui, il y a la quasi-unanimité du milieu universitaire, qu'il nous manque l'université Toulouse 1 et que je suis certain que nous allons arriver à un accord. Finalement, c'est la question de la gouvernance. Moi, aujourd'hui, je suis certain d'une chose, c'est que si nous voulons faire en sorte que l'université de Toulouse rayonne, il faut qu'on arrive à une université fédérale. Et pour ça, il y a quelques principes à travailler. Il y a le principe démocratique et il y a le principe de l'indépendance. C'est-à-dire que les universités doivent être pilotées par celles et ceux qui ont, j'allais dire, les mains dans le cambouis, les présidents d'université, les conseils d'administration, et avoir en même temps, effectivement, des dispositifs avec des gens extérieurs qui aideront à choisir les projets qui seront faits. C'est finalement cela. Je crois que toutes les universités ont intérêt à l'IDEX, et en tout cas la ville de Toulouse, sans l'ombre d'un doute, a intérêt à l'IDEX. On va y arriver. La balle est dans le camp aujourd'hui des universitaires. Alors on va finir par vos ambitions personnelles, à vous deux. Vous avez un point commun, c'est qu'il y a une date qui doit être inscrite dans votre calendrier, c'est celle de 2014, élection municipale à Toulouse. Romain Cugive, vous serez de ce combat, vous qui êtes aujourd'hui en délégation à la mairie? C'est ma seule ambition. Vous savez, je me cache rarement quand il s'agit de dire les choses dont j'ai envie de m'occuper, absolument. Aujourd'hui, j'ai un combat à préparer. Une volonté, c'est faire en sorte que justement, tout le travail qu'on a engagé, finalement, la volonté d'hisser Toulouse au rang de métropole européenne, puisse continuer. Donc, effectivement, la bataille de 2014, la bataille des municipales autour du maire de Toulouse, je serai là pour la mener et je la mènerai avec le maximum de force possible. Pierre Cohen sera le candidat?
Je vois pas qui je vous dans pose nos la question. rangs, Je vois sais pas qui dans nos rangs pourrait effectivement porter autre que lui la bataille des municipales. C'est un maire sortant qui a un bilan tout à fait remarquable. Il sera donc, même si c'est pas encore prononcé, en tout cas moi je souhaite qu'il le soit. Donc Romain Cugive se prépare à être sur la liste de Pierre Cohen en 2014. Christine de Vérac. Alors vous, c'est plus trouble de votre côté. Jean-Luc Moudenc a annoncé depuis longtemps qu'il souhaitait être tête de liste pour la droite et le centre. Et aujourd'hui, les jeux semblent un peu plus compliqués et on vous voit, vous, Christine de Vérac, de plus en plus sur le terrain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous, qui êtes passé de l'UMP à l'UDI, c'est pour aller à la conquête du Capitole? Alors moi, tout simplement, j'ai une grande ambition, mais une ambition pour ma ville. Et je l'ai toujours dit, je pense que si on veut récupérer cette mairie pour lui redonner l'ambition qu'à mes yeux elle mérite, il faudra jouer groupé et collectif. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis beaucoup sur le terrain, mais enfin c'est pas depuis hier non plus, hein, c'est régulièrement depuis... Il y a une accélération. Depuis 2-3 ans, non, c'est vous qui vous y intéressez le plus. Voilà, mais ça fait depuis 2-3 ans où je suis régulièrement sur le terrain et je pense qu'on ne sortira cette ville de la léthargie où elle est qu'en agglomérant avec nous tous les porteurs de projets scientifiques, universitaires, des commerçants, des artisans. La société civile qui, elle, vit au jour le jour les problèmes beaucoup plus que certains qui sont dans la vie politique pure. Et c'est tous ces gens-là qu'il faut agglomérer. Donc c'est moi qui suis effectivement sur le terrain, mais le jour... Moi, je prends toujours l'exemple de Bertrand Delanoë, qui a été élu aux primaires en 2000. En un an, il a fait le tour des 20 arrondissements de Paris et il a été élu. Donc il n'y a pas besoin d'avoir un candidat 15 ans à l'avance. On a des candidats, ça peut être ceux qui sont déjà sur le terrain, ça peut en être d'autres. Je pense on a encore du temps devant nous pour savoir, mais le seul truc, moi, le seul critère... Mais vous ne répondez pas à la question, c'est-à-dire qu'aujourd'hui... Le seul critère qui me guidera, c'est le meilleur ou la meilleure pour Toulouse, et je vous dis plutôt qu'on n'a pas aujourd'hui, enfin moi je n'ai pas aujourd'hui de certitude sur celui qui sera le meilleur pour remporter les élections en 2014. Non mais vous ne répondez pas tout à fait à la question. Jean-Luc Moudenc, c'est ce que je vous disais, a annoncé lui qu'il voulait être tête de liste. Oui. Donc la question c'est, est-ce que vous pourriez l'être aussi? C'est la première question. Et deux, est-ce que vous pourriez être avec Jean-Luc Moudenc? Alors, la première question, pour le moment, on a eu une conférence de presse de l'UDI avec Philippe Folliot hier. Notre but, c'est d'avoir des listes et que l'UDI soit représentée partout. Alors après, on verra le moment venu s'il y a des exceptions et des listes d'union. Mais pour aujourd'hui, l'UDI part sous ses couleurs. Et vous? Ben moi, je suis à l'UDI, donc... Mais est-ce que vous pourriez être tête de liste? On le verra. Si dans 6 mois, 8 mois, etc., on a quelqu'un qui sort, eh ben très bien. Moi, je suis pas dans une ambition personnelle. Je veux dire, il faut quand même se dire que les Toulousains n'en ont rien à faire que ce soit l'un ou l'autre qui dirige la ville de Toulouse. Ce qu'ils veulent, c'est avoir une ville qui marche. Donc, il faut voir le moment venu, quand on déterminera les têtes de liste, quel sera celui qui sera le mieux à même de réveiller cette ville. Romain Cugive, vous regardez ça comment, vous, ce qui se passe aujourd'hui dans l'autre camp? Écoutez, chacun est libre de s'organiser chez lui. Moi, mais vous avez une opinion quand même, rassurez-moi. Oui, mais enfin, je ne me prononcerai pas sur les débats de la droite toulousaine, quelle qu'elle soit du centre ou de plus à droite comme celle de Jean-Luc Moudenc. Moi, j'ai une certitude, c'est que à gauche, les choses seront plus simples. Au Parti socialiste, on aura un candidat, on sera tous derrière lui. Ce candidat sera Pierre Cohen. Ce candidat, il aura un bilan. Il y aura peut-être une liste front de gauche. Il aura un projet. C'est pour ça que je vous ai dit au sein du Parti socialiste. Mais la seule petite remarque que j'aimerais formuler à mes amis peut-être du front de gauche, on a gagné lorsqu'on était unis. J'aimerais bien qu'on reste unis le plus longtemps possible. En tout cas, je crois que le bilan de Pierre Cohen et puis le projet qu'on va proposer permettra à l'ensemble de la gauche d'être unis. En tout cas, je vois qu'on l'est bien plus que nos adversaires de la droite toulousaine. C'est plus facile quand on a un maire sortant aussi. Donc, si je comprends bien, des personnalités comme Jean-Christophe Célin ou Rémi Vincent peuvent avoir les oreilles qui sifflent. Il va falloir que tout le monde soit groupé pour gagner, à gauche y compris. Je crois que la gauche est systématiquement plus forte quand elle est. Je crois que la gauche est systématiquement plus forte quand elle est rassemblée. Mais je crois que Jean-Christophe Célin est un grand défenseur de l'union de la gauche. Bon,
tout le monde n'est pas encore uni, alors, si je comprends bien. Merci Romain Cugive, merci Christine Deverac, et à très bientôt sur la Web TV du Journal Toulousain.